Merci à tous. Je suis contente aujourd'hui d'être avec mes maîtres et amis pour présenter un cas clinique. Je n'ai pas de conflit d'intérêt. C'est une patiente âgée de 48 ans qui a eu un double remplacement valvulaire mitral et aortique en 2019 par 2 prothèses, Carbomedix numéro 31 et Carbomedix numéro 21. Elle est en fibrillation atriale. Elle a été hospitalisée à plusieurs reprises au service de gynécologie pour des métroragies avec des déglobulisations, avec une hémoglobine à 5 pour un utérus polymyomateux. Elle a eu une hystérectomie le 16 janvier 2025. À J4 post-opératoire, elle présente une ischémie aiguë du membre avec embole au niveau de l'artère poplitée gauche. Elle a eu une fogartisation en urgence. Je vous montre l'écho de référence en 2019. Elle avait un bon profil, un excellent profil de la prothèse mitrale, mais sur la prothèse aortique, il y avait un mismatch jugé sévère, une bonne fonction ventriculaire gauche, des pressions pulmonaires à 36 mm de mercure. Elle a bénéficié d'une échographie en urgence en réanimation. Vous voyez, c'est pas très visible. C'est un peu échogène ici. Il y a sur la prothèse, on ne voit pas très bien les ailettes en parasternal grand axe. Il y a une turbulence au flux couleur. Le mouvement des ailettes, on voit que ça bouge, mais on ne sait pas si c'est vraiment la mobilité, on ne peut pas vraiment juger en transthoracique. La turbulence, on la voit au Doppler couleur. Probablement, on se doute qu'il y a quelque chose, un aliasime couleur qui est important. Et là, on a mesuré les gradients, on a fait plusieurs mesures. Vu que c'est une patiente qui est en fibrillation atriale, on a moyenné et on a trouvé un gradient moyen à 18 mm de mercure. L'aortique, c'est stable, c'est un gradient moyen à 35, elle est déjà sortie avec un gradient élevé, et puis une HTP à 46 mm de mercure, unité quand même assez modérée à moyenne. On a fait le TO, c'est des images vous voyez, il y a plusieurs ici, il y a des images qui sont... sur le versant auriculaire de la prothèse mitrale. Ici, c'est mieux visible, je pense. Vous la voyez, l'image. Avec une ailette qui n'est pas très mobile. Hein. Elle est un peu gênée dans sa mobilité. Il y a d'autres petites images. On a fait les mesures. On a trouvé je pense qu'il y a, on a trouvé un diamètre à 12 mm de maximal. On est devant une thrombose de prothèse qui est obstructive avec un gradient moyen qui dépasse largement les 10 mm de mercure. Et nous sommes devant une patiente âgée de 48 ans qui présente une thrombose de prothèse obstructive en EFA avec mismatch sévère sur la prothèse aortique. Elle a eu une hystérectomie compliquée d'ischémie aiguë du membre traitée pour fogardisation. À votre avis, qu'est-ce qu'on doit faire ici? Thrombolysochirurgie. Thrombolysochirurgie. Elle est stable sur le plan hémodynamique. Elle est juste dyspnéique stade 3 de la NYHA. Tout en sachant que c'est une patiente qui a été opérée à 2 reprises. Elle a eu une hystérectomie, puis une fogartisation. Elle a un mismatch sévère sur la prothèse aortique. Théoriquement, on ne peut pas laisser la prothèse sinon ça va être un tridux, à moyen ou à long terme. Et puis quand on calcule l'Euroscore 2, elle a une mortalité à 11%. La thrombolyse ne va pas résoudre le problème du mismatch en considérant que ça a réussi sur le côté mitral. D'accord. Plutôt chirurgie dans ce cas. Et en plus, elle est opérée récente, si j'ai bien compris. Opérée en 2019, le double remplacement. Non, l'hystérectomie. L'hystérectomie, c'est récent, oui. Ouais, donc je ne veux pas thromboliser. D'accord. Elle a un bon VG. Juste une question, Sarah. Est-ce que vous avez fait un radiocinéma des prothèses, surtout pour la mitrale? On n'a pas fait de radiocinéma. Normalement, on le fait systématiquement, quand on suspecte une thrombose de prothèse, pour bien voir le mouvement des ailettes. Oui. D'accord. Mais c'était évident. C'est une thrombose
valvulaire, donc c'était clair le diagnostic. Donc en revoyant la littérature, pour nous aider un peu, donc fallait-il faire la thrombolyse? Il y a eu plusieurs cas et récemment surtout, on discute la thrombolyse de plus en plus. Il y a eu une méta-analyse récente qui a été publiée donc, en octobre 2024 qui parle de mortalité nettement plus élevée pour la chirurgie. On a une mortalité de 20% contre 3% de mortalité quand c'est une thrombolyse, avec un succès qui est nettement supérieur quand on fait la thrombolyse. Donc, pour tout ce qui est AVC ischémique et hémorragie, il n'y avait pas de différence significative. Que disent les recommandations maintenant? Donc, pour les recommandations européennes, ils nous disent que si vous êtes devant une thrombose obstructive, là, si votre patient il est vraiment mal au point, il faudrait plutôt, donc s'il n'est pas à très haut risque chirurgical, c'est une recommandation classe 1 d'aller faire la chirurgie. Sinon, donc s'il y a un problème de coagulation, comme c'est le cas de notre patiente en fait, qu'elle était en gynécologie, il y avait un problème, donc elle n'avait pas de TCA qui était dans les objectifs. On peut donc essayer de faire l'HNF et tout ça avec plus ou moins donc anti-agrégants plaquettaires. Mais d'un autre côté, quand on regarde les recommandations, ils nous disent que lorsque la thrombose n'est pas obstructive, mais quand le patient il a fait déjà un événement thromboembolique et quand on a un thrombus qui dépasse les 10 mm, là, il faudra directement aussi discuter la chirurgie ou la thrombolyse. Ça, c'est pour les recommandations européennes. Donc pour eux, les Européens, c'est plutôt faire en premier lieu, si possible, toujours la chirurgie. Pour les recommandations américaines, c'est au même niveau, c'est une recommandation classe 1, il faut agir, faire une thrombolyse ou une chirurgie, mais ils nous mettent un tableau, et donc on va voir les paramètres qui sont pour plutôt la chirurgie ou pour la thrombolyse. Par exemple ici, donc, si le risque chirurgical il est faible, donc c'est plutôt vers la chirurgie. S'il y a une contre-indication à la thrombolyse, ce n'est pas le cas, la patiente n'avait pas de contre-indication à la thrombolyse, donc on peut faire la thrombolyse. Si c'est le premier épisode de thrombose de valve, c'est en faveur de la thrombolyse. Si la patiente n'est pas en stade 4 de la NYHA, c'est en faveur de la thrombolyse. Si le thrombus il est en surface inférieure donc à 0,8 cm², c'est en faveur de la thrombolyse aussi. Et il préfère qu'il n'y ait pas de thrombus au niveau de l'auricule gauche pour donc, décider de la thrombolyse. Donc il y a plusieurs critères. Il y a aussi le choix du patient qu'il faut prendre en considération. Et vous pouvez comprendre, c'est une patiente qui est jeune, qui a 48 ans, qui a des enfants et qui vient de sortir de 2 opérations. Et donc quand on donne le choix à la patiente, bien sûr qu'elle va choisir plutôt la thrombolyse. D'accord ? Donc on a fait la thrombolyse, voilà. Donc c'est une patiente qui a été hospitalisée en unité de soins intensifs. Elle a été mise sous héparine non fractionnée. On a fait un protocole de thrombolyse de 25 mg fractionné sur 6 jours avec un monitorage strict. Donc ça, c'est la première ETO après la thrombolyse, donc après la première dose. Vous voyez déjà qu'on a une mobilité qui s'est améliorée des 2 ailettes avec un thrombus qui s'est partiellement fendu. Il y a quand même vous voyez le thrombus ici qui est très mobile, qu'on voit, et un autre petit thrombus ici. Donc il y a une diminution certes des thrombis après la première prise. Et le gradient il a baissé de pratiquement 8 mm. On est passé de 18 mm de mercure de gradient moyen à 10 mm de mercure de gradient moyen après la première prise de thrombolyse. Deuxième dose de thrombolyse, le contrôle échographique, encore plus petit, le thrombus. Donc, et en ETO 3D, c'était un thrombus qui était en cours de lyse. Vous voyez, là, je vais vous le montrer en 3D. Donc, une autre image. Donc, il y a le petit thrombus de l'autre côté aussi qu'on voit. Donc, le gradient, quand même, il est resté à 10 mm après la première dose. Troisième dose de thrombolyse. Là,
pratiquement, on ne voit plus les images de thrombie. Ça a disparu. Il y avait aussi un petit thrombus au niveau de l'auricule qui a aussi disparu. On ne voit plus rien. En X-plan, vous voyez donc l'auricule avec ces petits qui est vide. Et en ETO 3D, on ne voit plus aussi l'image du thrombus qui était très mobile initialement. Après la 3e dose, déjà, on n'avait plus grand-chose. Hein. Ça, c'est le FlexiLight qui nous donne l'impression de voir... Donc le gradient, il est resté stable à 10 mm de mercure en moyenne. 4e dose de thrombolyse, gradient à 8. 5e dose de thrombolyse, patiente présente une hémiplégie avec une aphasie. Scanner cérébral en urgence, AVC suraigu. Le score de NIHSS était à 17, pas très important, qui nous a permis de faire la thrombolyse avec actilyse 0,9 mg kg, donc avec 10% en bolus. Récupération fonctionnelle totale de la patiente. Donc, elle marche, hein, elle va aux toilettes toute seule. Maintenant, elle est encore hospitalisée. Donc, je viens donc, avant de terminer, donc son gradient ce matin, il est à 5,5. Donc, pratiquement, on est très content. Donc, normalement, la patiente, elle est sauvée. Donc, comme take-home message, je dirais que la thrombose de prothèse valvulaire, avant tout, c'est des prothèses qui sont mal anticoagulées, donc vaut mieux prévenir donc, ce genre de situation. Rôle clé de l'imagerie, de l'échographie transœsophagienne dans le diagnostic et surtout la décision thérapeutique. Comme vous avez vu, ça dépend de la présence ou non de thrombus au niveau de l'auricule gauche, de la taille de thrombus lui-même. Et donc, le choix thérapeutique reste soit la chirurgie, soit la fibrinolyse. Et de plus en plus, il y a des protocoles, comme je vous ai dit, donc de BOLI sur plusieurs jours, qui sont quand même à moindre risque hémorragique et dont les patients peuvent bénéficier. Donc, ça pourrait être l'option préférée. Voilà, je vous remercie.